L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Cette semaine, mes collègues Vincent Aubé et Hugues Gonneau sont avec moi. Bonjour, bonsoir, on ne sait plus trop. Monsieur, bonjour. On va parler évidemment en dernier bloc d'émission d'un véhicule que tu as été essayé, le retour de l'Acura ZDX. Sous une forme un peu différente, Vincent. Oui. Moi, je vous parlerai du Ford Ranger que j'ai essayé. Le 2024 vient d'arriver sur le marché. Pas qu'ils sont en retard, mais c'est pas mal ça. Et Hugues, tu vas nous parler de la Chrysler Imperial. Ah oui. C'est-tu la voiture K la plus grosse qui a été produite? Effectivement. C'est pas mal ça. Hein? C'est la plus impériale. Les gens ne soupçonnent pas que sous cette voiture se trouve une Dodge Arias. Fait qu'on va parler de ça un peu plus tard. Bon, quelques actualités pour commencer. À commencer par le fait que on souhaite taxer à 100% les véhicules qui proviendraient de Chine sur le marché américain. C'est quand même quelque chose, là. Oui. C'est là, une petite chicane avec la Chine. C'est parti. Mais là, imagines-tu les répercussions? Oui. Puis là, je suis pas sûr de tout comprendre ce que ça veut dire, mais ça signifierait peut-être la mort de Buick. Parce que si on commence à éliminer et qui sait Tesla, en tout cas, du moins, on va modifier les stratégies, c'est évident, parce qu'il y a beaucoup de voitures Tesla qui sont fabriqués en Chine, là, aussi. Mais bon, on connaît le Buick Envision. Les voitures Polestar sont faites du côté de la Chine. Alors ça veut dire qu'il faudrait vendre une voiture Polestar de 60 000 à 120 000 évidemment, là, je parle d'une équivalence de marché canadien en américain. Là. Mm-hmm. Prenez pas ça pour du cash, mais imagines-tu l'impact? Puis bon, évidemment, là, on parle de voitures, mais il y a bien d'autres choses. Sauf que on veut carrément éliminer la menace. Autrement dit, bonne chance pour BYD de venir s'installer en Amérique du Nord. Ça n'arriverait pas, là. C'est ça que ça veut dire. Et pourtant, ils sont juste de l'autre côté de la frontière, au Mexique. Oui, les voitures roulent là-bas en quantité incroyable. Roulent partout, en fait. Elles sont partout dans le monde, mis à part en Amérique du Nord. Oui. C'est à peu près ça. Oui. C'est littéralement ça, parce qu'on en voit en Europe, on en voit en Asie, on en voit en Amérique du Sud, mais il n'y en a pas aux États-Unis, il n'y en a pas au Canada. Non. Et c'est le genre de produit qui pourrait connaître un succès monstre chez nous au Canada, parce que moi, je compare l'invasion de cette marque-là à celle de Hyundai en 1983. Là. On est carrément là. C'est une marque qui a un succès fulgurant et c'est la première qui est une véritable menace pour Tesla. Là. Voilà, tu l'as dit. C'est pas plus compliqué que ça. Oui. Puis Tesla, bien évidemment, pas besoin de te dire qu'on ne se renouvelle pas à vitesse grand V en ce moment. Là, on vend des véhicules, peut-être un peu moins en proportion qu'à une certaine époque, mais on fabrique beaucoup de véhicules en Chine. Alors, pour Tesla, c'est peut-être assez simple de ne pas vendre aux États-Unis des voitures qui sont faites en Chine, mais pour Polestar, c'est un peu plus... c'est sérieusement problématique. Oui. Et comme Buick vend le quart de sa production qui provient de la Chine aux États-Unis, ça aussi, c'est un problème. Là. Parce qu'éliminer un produit chez Buick quand t'en as 4... c'est pas ce qui est le plus évident. Le Lincoln Nautilus aussi est fabriqué en Chine. Le futur Ford Edge va être fabriqué en Chine. Pensez-y, là, il y a de plus en plus de véhicules qui s'en viennent. Fait qu'il faudra surveiller ça de près. C'est clair. Mais d'autant que l'Europe a procédé un petit peu à des logiques un peu similaires, mais ils ont fait ça un petit peu plus malin au niveau des voitures électriques. Ils attribuent des bonus écologiques et en fait, ils incluent les distances de production, les machins, la quantité de CO2 que ça prend. Alors forcément, plus le véhicule a été fabriqué loin, moins il a de crédit. C'est-à-dire que les véhicules fabriqués en Europe ont des crédits, donc vont se vendre. Et les véhicules fabriqués en Chine n'auront pas de crédit, donc ils ne se vendront pas. Et ils ont trouvé un moyen de dire machin. C'est plus poli. C'est plus poli. Ouais. Bon, là, évidemment,
il va peut-être y avoir un changement de gouvernement aux États-Unis, mais j'ai comme le feeling que si c'est Trump qui passe, les choses de s'amélioreront De toute pas. façon, je pense que lui, c'est ça qu'il voulait faire déjà il y a 4 ans. Ouais, Donc, c'est ça. Alors, en fait, il a même mentionné cette semaine que vous étiez où les 3 dernières années. C'est ce que je proposais à l'époque. Ouais. C'est ça. Voilà. Ouais. Et comme il a toujours raison. Bon. Voilà. Autre nouvelle, en fait, retour de la Crosstrek hybride dès 2025. C'est pas nécessairement une surprise parce qu'on savait que le Forester allait arriver avec une technologie hybride et on va essentiellement prendre la même technologie, on va l'appliquer à la Crosstrek parce qu'un Forester et une Crosstrek en dessous d'une carrosserie différente, c'est la même affaire. Mais pour la Crosstrek, c'est un marché extrêmement important. On l'a échappé 2 fois plutôt qu'une avec la Crosstrek hybride. On a vendu une Crosstrek hybride de 2014 à 2016. Ça n'a pas fonctionné parce que le véhicule ne consommait pas moins, il avait une technologie décevante. On est arrivé avec une deuxième génération hybride rechargeable. On avait dans les meilleures conditions 27 km d'autonomie électrique. Puis après ça, on consommait à peu près 1,5 litre au 100 de moins que la Crosstrek régulière. Alors là aussi, c'était pas la fin du monde, d'autant plus que c'était uniquement sur la version Limited qui coûtait une fortune. Et le Québec seulement y avait droit. On ne la vendait pas en Ontario, on ne vendait pas en Colombie-Britannique parce que cette voiture-là bénéficiait du crédit québécois, mais n'était pas admissible ailleurs de par sa configuration. Donc, ça n'a pas été une voiture très populaire. Mais là, on revient à la charge pour une 3e fois avec une hybride et ça fera une première véritable concurrente à la Corolla Cross qui, ironiquement, va offrir une partie de sa technologie à la Crosstrek hybride. C'est ce qui est un peu drôle. Parce que, on sait que Toyota a 20% de part dans Subaru et qu'on fournit beaucoup d'éléments techniques pour la technologie hybride chez Subaru. Donc, c'est un peu drôle, mais la Corolla Cross s'est créée une propre rivale avec la Crosstrek hybride qui va venir lui jouer dans les pattes avec sa propre En même temps, technologie. ça retourne plus ou moins dans les mêmes poches à la fin. Donc... Oui, c'est Subaru. Oui, tu peux regarder ça comme ça aussi. Mais bref, il y a une compétition intéressante qui va s'installer là-dedans. Et il y a beaucoup d'hybrides dans les VUS compacts. Là. Ford Escape, les Tucson, Sportage, CR-V, RAV4, le Forester va arriver avec ça. Oui. Il y a beaucoup de compétition là-dedans. Mais dans les sous-compacts, qui le sont de moins en moins d'ailleurs, il n'y en a pas. Alors, je trouve ça intéressant de voir l'arrivée de ce produit-là. Et on a même annoncé cette semaine, j'ai vu passer ça aussi, on peut le glisser sous le radar, le CX-5, qui va offrir une technologie hybride également pour 2025. On savait pas trop ce qui allait se passer avec ce produit-là, qui est un peu vieillissant dans la gamme Mazda. J'étais sous l'impression que le CX-50 prenait le flambeau un peu, mais les ventes sont pas là. Pas du tout. C'est un produit qui est un peu underdog dans la gamme Mazda actuellement. Oui. À ma grande surprise, est-ce que c'est parce qu'on le produit aux États-Unis et que c'est un peu complexe de l'amener ici versus une production japonaise dont l'importation est beaucoup moins chère? Comment on joue ça? Toutes sortes de questionnements là-dessus. D'ailleurs, on parle de la Corolla Cross qui est problématique au niveau de au niveau de l'obtenir. Il y a des délais d'attente pour pouvoir acheter une Corolla Cross en ce moment. C'est fait aux États-Unis dans la même usine que le Mazda CX-50. Voilà. Donc, que va-t-il arriver avec le CX-5 et le CX-50? Comment Mazda va jouer ses cartes? On ne sait pas trop, mais visiblement, le CX-5 va rester là. Ça demeure le plus gros vendeur, le Mazda, actuellement. Là. Encore. Mais Ouais. c'est un produit qui est vieillissant, mais qui vieillit bien. Qui vieillit très bien, puis qui a une fiabilité impeccable. Alors, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Je veux dire, oui, il y a eu des cas isolés, là, comme n'importe quel véhicule, mais Sa seule faiblesse, c'est son espace intérieur. oui, mais c'est pas sa pas une fiabilité. Non. Puis, quand tu regardes ça aujourd'hui, un Mazda CX-5, c'est devenu le rival des sous-compacts de la compétition. Et on le vend au prix des sous-compacts de la compétition. Donc, est-ce que c'est à nous de s'ajuster puis de le considérer pour ce qu'il est réellement? Parce qu'on a tendance à le comparer à un CR-V, à un Outlander. C'est beaucoup plus petit que ça. Et stationne-le à côté d'un Volkswagen Taos, tu vas te rendre compte que le Taos est plus spacieux. Donc, c'est drôle, là, tu sais,
d'analyser tout ça. Mais le CX-5 est là pour rester. Et avec une motorisation hybride, je pense que là, on va aller rechercher quelque chose. Là. Mhm. Bon. Kia, maintenant, on apporte déjà des changements à la voiture. Ça, je trouve ça quand même... et je parle du modèle EV6, là, pardon. Là. Ça vient d'arriver sur le marché à peine. Ça fait 2 ans que c'est là. Presque 3. 2022. Presque 3. Ouais. Donc 2025. Ouais. Mais on a encore l'impression que c'est tout nouveau, tout frais. On a redessiné la partie avant. C'est fort réussi. Oui. Puis batterie qui est 10 kWh plus grande que par le passé. On n'a pas de cote officielle d'autonomie annoncée encore. Mais 84 kWh plutôt que 77, en fait. C'est un peu plus gros, là. Mais ça veut dire que l'autonomie va être maximisée, forcément. Puis on a dû probablement travailler au passage la façon de gérer l'énergie de ce véhicule-là pour améliorer, évidemment, son rendement énergétique. Donc, il faut peut-être s'attendre à ce que l'Ioniq 5 ait droit aussi à quelques changements de ce genre-là. Mais non, mais de toute façon, là-dessus, on l'a déjà vu, les Coréens de Kia et Hyundai sont absolument déterminés à dominer le marché et puis ils lâchent pas le rythme. Et puis effectivement, la perception que tu as du produit, de dire mais c'est pas, ça vient pratiquement de sortir, ils sont déjà en train de le refaire. Ouais, mais je pense que c'est l'impression qu'ils veulent laisser aussi, là, en disant pardon, on martèle. On va le faire pendant qu'il est chaud. Là. C'est ça. Oui, absolument. Pendant ce temps, chez Nissan. Bon. C'est ça. Bon, on parle d'hybride rechargeable. C'est pas une surprise, mais en même temps, ça vient prouver toute la stupidité stratégique de certains constructeurs. Jeep, qui vendait un Grand Cherokee 4XE à partir de 77 185 $, abaisse le prix d'entrée à 59 995 $. Ça arrive rarement, là, des baisses de ce niveau-là. En même temps, quand tu analyses la baisse de prix, tu réalises qu'on a lancé une version d'entrée de gamme dépouillée pour qu'elle soit admissible au crédit. Et après ça, on offre des packages d'options de 10, 12, 14, 18 000 $. On a fait la même chose avec la Chrysler Pacifica cette année. Parce qu'il y a plusieurs modèles qui n'étaient plus admissibles au crédit. Et là, on a dit, OK, on élimine les trims, on élimine les versions, une version de base avec de gros groupes d'options. Comme ça, mis à part le modèle Pinacle, qui lui coûte 80 000 là, ou à peu près, ben tout le monde va être admissible. Alors, c'est une stratégie intéressante pour le Grand Cherokee 4XE, mais qui est un produit qui ne se vend pas, qui colle dans la cour des concessionnaires, qui a déjà pas une réputation en or. Puis évidemment, ce véhicule-là, on l'a vendu comme un rival d'un BMW X5 hybride rechargeable, ce genre. On oublie ça, là. L'image de Jeep n'est pas celle-là. La qualité n'est pas au rendez-vous. La technologie n'est pas super convaincante. Ça fait le travail, mais de là à payer 95 000 $, peut-être pas. Et moi, je vous raconte l'histoire d'un ami personnel qui s'est procuré ce véhicule-là cette année. PDSF du véhicule qu'il a acheté, 88 500 $ et des poussières. Et le concessionnaire l'a roulé comme démo, a mis 2800 km sur le véhicule et il a payé 71 000. Wow! Donc, un véhicule qui n'était pas admissible au rabais, mais déjà là, on avait mis un gros rabais sur le véhicule. Puis ça, 17 000 puis ça, c'est sans compter, on va te donner un set de pneus d'hiver, puis bon, les entretiens gratuits, puis tout ce que tu voudras. Donc, on a de la misère à les vendre, ces véhicules-là. On essaie de trouver toutes sortes de stratégies. D'ailleurs, on va parler du cas problématique de Stellantis un peu plus tard. Mais c'est un peu fâchant pour les gens qui se sont procurés des Grand Cherokee 4XE à fort prix et qui, en ce moment, réalisent qu'on peut bénéficier de crédits gouvernementaux pour l'achat de ce véhicule-là et que la facture a baissé pas mal. On a joué aussi avec les taux de financement. Ils ne sont pas plus faciles à louer. Les valeurs résiduelles sont à terre. Donc, tu ne loues pas, tu achètes. Mais c'est un peu plus alléchant que c'était. Le fait que ce soit admissible au crédit, ça vient changer la donne complètement, là. Ça a été... au moins pour l'année qui vient. Oui, parce que dès 2025, oui, le crédit va être là, mais amoindri. Là. Donc, c'est sûr que en ce moment, ça peut être... Je ne veux pas dire une aubaine à saisir, parce que ça ne reste pas le deal du siècle, là, ce véhicule-là. Ni une technologie qui a
prouvé sa fiabilité hors de tout doute, là, on s'entend. J'ai certaines réserves quant à ça, mais c'est un peu plus alléchant que ça l'était. Écoute, il fallait avoir du front pour demander 90-92 000 pour un Summit Reserve hybride rechargeable. Il faut le faire quand même. Oui. Mais on a connu des années où les tarifs étaient complètement barrés, il n'y avait plus de production. Et puis Stellantis, c'est les rois, ils ont la même stratégie en Europe pas forcément de vendre plus, mais de vendre plus cher. Donc ils ont une rentabilité supérieure par véhicule vendu. Ils s'y sont essayés ici, ça a marché un temps durant la Covid, post-Covid, mais bon, là ça y est, c'est fini. Quoi qu'il arrive, c'est fini. On va en reparler un peu plus tard, mais en attendant, on revient dans quelques instants avec une Chrysler. Une autre. Bon. Le guide de l'auto. Hugues, cette semaine, tu nous présentes un Charlet. Hein? On parle d'un Charlet. C'est la Chrysler Imperial de dernière génération qui a été un flop monumental. Oui. Mais le nom Imperial a une histoire fabuleuse. Là. Je pense qu'il faut commencer par parler de l'histoire de l'Imperial. En fait, il n'est pas juste laid. Elle n'est pas juste laid de l'Imperial parce que, en fait, quand Chrysler a présenté le modèle, il avait aussi montré une publicité montrant clamant que l'Imperial offrait le meilleur de l'ingénierie mondiale et sous-entendait qu'elle était supérieure à une Mercedes, BMW, Rolls-Royce et Jaguar combinés. Okay. Fallait oser. Est-ce que la SQDC était ouverte à cette époque-là? Je ne crois pas, non. Okay. Bon. Quant à l'histoire d'Imperial, en fait, elle commence en 1926. Le nom apparaît en haut de la gamme de chez Chrysler et c'est en 1955 qu'elle devient une marque à part entière pour lutter contre Lincoln et Cadillac, sans jamais vraiment atteindre les mêmes chiffres de vente. À partir de 69, les Impériales sont à peine plus que des Chrysler rebadgés et mieux équipés, et la marque finalement disparaît à la fin du millésime 75 dans l'indifférence quasiment générale. Ouais. De 1981 à 1983, le nom fait son retour sur un coupé sur base de Cordoba, dont on a déjà parlé ici. Ouais. Même si ce coupé était publicité par Frank Sinatra lui-même, il ne connaîtra toujours pas plus de succès, mais Chrysler persévère quand vient le temps de renouveler son haut de gamme au début des années 90. Bon, avant qu'on entre dans le sujet du modèle dont on parle aujourd'hui, quels ont été les Impériales qui n'étaient pas des Chrysler et lesquels étaient des Chrysler? Parce que c'est totalement mêlant. Impérial, ça a été une marque. Oui. C'était Imperial by Chrysler ou c'était uniquement Imperial ou c'était une Chrysler Imperial. Mais c'est vraiment mêlant d'année en année. Alors, je te dirais... Moi, j'ai l'impression que ça... Jusqu'en 68, on pouvait parler d'Imperial. La marque a continué à exister jusqu'en 75, mais c'était déjà des Chrysler rebadgés. Parce qu'il y avait des emblèmes Chrysler sur les voitures. Alors, ça dépend des années. Bonjour la confusion. Bonjour la confusion. C'est ça. Et en fait, effectivement, en 81-83, ils ont essayé de vendre ça comme une marque à part, mais c'était Imperial by Chrysler, puis tout le monde appelait ça une Chrysler, parce que c'en était une. C'est pas clair. Les années où Imperial est une marque à part, comme telle, avec un réseau, c'est 55-75. Ouais, c'est une marque. Okay. Après, tout ce qui est après, c'est du Chrysler. Bon. Jusqu'à ce qu'on lance la Chrysler Imperial en 1990, toutes les Impériales de précédente génération étaient des voitures sur châssis indépendant qui utilisaient des... Non, à partir de 69, c'est devenu du monocoque. Du monocoque au complet? Ouais. Ah oui, OK. Fait que là, je viens de me tromper là-dessus. Mais quand même, des grosses voitures avec des plateformes partagées sur d'autres modèles. Ouais. La stratégie sur le modèle de 1990, là, on se base sur une plateforme, oui, plus moderne, mais qu'on n'aurait pas imaginé sur une voiture comme celle-là. Non. C'est compliqué de comprendre les stratégies de plateforme chez Chrysler à la fin des années 70, début des années 80. On va essayer de résumer ça tranquillement. À partir de 80, tu as l'impression qu'il y a une plateforme. C'est pas le cas. Justement, on va y venir. Donc en 79, Chrysler sort ses nouveaux modèles pleine grandeur sur la plateforme R. Ouais. C'est un échec complet et les voitures sont abonnées après seulement 3 ans. À partir du millésime 82, Chrysler passe sur d'autres modèles dits pleine grandeur, mais basés sur la plateforme M, OK, oui. qui est en fait dérivé des compacts Aspen et Volare,
sur une plateforme propulsion F. Ces modèles ont été présentés en 1976. Ouais. Donc les véhicules de la plateforme M deviennent le nouveau haut de gamme de la corporation. Donc les Fifth Avenue. Les Fifth Avenue, exactement. Donc là, c'est des véhicules qui vont être importants pour Chrysler dans les années 80 parce que c'est des véhicules qui vont s'avérer des bien meilleurs vendeurs que prévu et qui vont générer des marges élevées. Mais bon, à un moment, il va falloir les remplacer et ils sont arrêtés à partir de 1989. Et vieillissent vite. C'est des voitures qu'on a vu beaucoup. Les corps de police ont utilisé les diplomates. Exactement. Caravelle salon, tout ça. Là. Tout ça, c'est du M et ça s'arrête à partir de 89. Okay. La véritable vedette chez Chrysler dans les années 80, comme tu le soulignes, évidemment, c'est la plateforme K, celle qu'on a mis à toutes les sauces. Celle qui a sauvé la marque. Exactement. Ouais. Donc, cette plateforme a été lancée en 81 avec les Dodge Arias et les Plymouth Reliant. Et de 80 à 95, elle sera servie absolument à toutes les sauces. Berline, coupé sport, cabriolet, familial, mini-fourgonnette, limousine, modèle de bas de gamme ou modèle de luxe. Il y aura même des K-Car, badgés Maserati et Shelby. Oui, effectivement. Oui. Donc, si la plateforme K a bel et bien sauvé Chrysler au début des années 80, c'est l'obstination de son patron, Lee Iacocca, à l'utiliser coûte que coûte, qui entraînera une nouvelle rechute de la compagnie au début des années 90. Iacocca avait préféré augmenter son empire industriel en rachetant, entre autres, le fabricant d'avions Gulfstream et Lamborghini, on va y revenir un petit peu plus tard, plutôt que d'investir en recherche et développement. Bon. Chrysler a lancé ce nouveau modèle-là en 1990, mais moi, je me souviens d'avoir vu débarquer dès 87, si ma mémoire est bonne, New Yorker, Dynasty, des modèles qui étaient déjà plus gros, mais on n'était pas encore rendu à cette étape-là. C'est à partir de ce moment-là moi, j'ai considéré que là, on étirait un peu la plateforme un peu trop. Là. Ça a été l'année charnière pour moi. 87, ça a été... En fait, c'est 88. 88, donc, effectivement, quand vient le temps de remplacer les véhicules sur la plateforme M, c'est encore la plateforme K qui s'y colle, mais là, cette fois-ci, le châssis est retravaillé et devient C. Et c'est effectivement les Dodge Dynasty Chrysler New Yorker lancés en 88. Au Canada, la Dynasty est vendue sous le nom de Chrysler. Alors, ce sont effectivement, comme tu l'as dit, des autos au style extrêmement conservateur, voire complètement dépassés, avec des lignes très carrées, alors que la mode, à ce moment-là, est aux lignes douces, une tendance inaugurée avec la Ford Taurus en 86. Sous les capots, il n'y a rien de nouveau non plus, c'est connu, etc. Vieux 3 litres Mitsubishi. Et voilà. C'est ça. Pour le millésime 90, Chrysler offre une plateforme allongée de la plateforme C, donc les Dynasty New Yorker, baptisée Y. Quand je te dis que c'est compliqué, là, pour pas grand-chose, parce que tout ça, c'est du cas. L'empattement passe de 2,65 à 2,78 mètres, le tout au bénéfice des passagers arrière, rien à l'avant. 2 variantes sont proposées, la New Yorker Fifth Avenue, et donc, nous y voilà, l'Impériale. Chrysler en profite aussi pour inaugurer un nouveau V6 maison de 3,3 litres pour remplacer le V6 3 litres Mitsubishi. Ce bloc développe 147 chevaux et 183 livres-pieds de couple et est accouplé d'office à une boîte automatique à 4 rapports à commande électronique quand même. Et ça va servir dans les fourgonnettes Chrysler des années 90. On va voir ça partout. Ouais, c'est ça. Ce qui différencie l'Impériale de la New Yorker Fifth Avenue, c'est une calandre plus imposante avec un emblème en forme d'aigle et des porte-à-faux allongés qui font passer la longueur de 5,4 m à 5,15 m. Pour rien, pour le plaisir. Bigger is better. L'idée, c'est qu'elle soit plus grosse pour qu'on puisse la comparer encore de plus près à une Cadillac. Évidemment. Mais ou une Rolls, comme... Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors quand même, l'équipement de base est relativement complet. Aujourd'hui, une Rolls-Royce de cette année-là, est-ce que ça vaut vraiment plus cher qu'une Impériale? Oh, oui, parce qu'une Impériale, ça vaut pratiquement rien. Ouais, c'est ça. Mais bref. Ouais. L'équipement de base est relativement complet. Climatisation automatique, commodité électrique, frein ABS au disque aux 4 roues, autoradio Chrysler Infiniti à 8 haut-parleurs, coussin gonflable conducteur, correcteur d'assiette automatique à l'arrière. Mais étonnamment, les équipements les plus distinctifs restent en option. Tableau de bord digital, intérieur en cuir marque Cross, suspension pneumatique aux 4 roues, système d'alarme. Et plus étonnant encore, une New Yorker Fifth Avenue peut avoir accès à tous ces équipements-là, de série ou en option. Donc là, on se demande à quoi elle sert l'Impériale dans la gamme. Ouais, c'est ça. Il y a confusion, là, essentiellement, dans tout le catalogue, parce que tu regardes ça, tu pars d'une Dynasty, tu t'en vas à New Yorker, après ça, New Yorker Fifth Avenue, après ça, l'Impériale. Puis
c'est à peu près toute la même voiture, mais qu'on a étirée un petit peu partout. Là. C'est exactement tu ça. Tu entres chez un concessionnaire, puis tu fais... bon, moi, personnellement, je serais viré de bord, mais il y en a qui en ont acheté quand même. Il y en a. Qu'est-ce que tu choisis, là? Puis c'était cher, là. C'était cher. Ça. Parce que c'est exactement ce que tu dis. Tu rentres chez un concessionnaire Chrysler, tu as la Dynasty. La Dynasty est la New Yorker Landau, la New Yorker Fifth Avenue et l'Imperial, soit essentiellement 5 variants du même véhicule, mais les prix s'étirent de 17 300 à 38 130 $. C'est ça. Et là, tu peux ajouter aussi un moteur 3.8 en option là, qui va arriver. Qui va venir. C'est ça. Tu sais, fait que... Puis bon, les ventes de l'Impérial, c'est n'importe quoi. On va y venir. Et évidemment, logiquement, l'accueil de la presse est pour le moins mitigé. L'équipement, le confort et le silence sont de bon niveau, mais le 3.3 apparaît un petit peu à la peine, surtout que la concurrence en face offre des V8. Et je me permets de citer notre collègue Marc Lachapelle, qui m'avait mentionné un jour qu'en carrière, c'est la pire voiture qu'il a jamais conduite. On avait eu cette discussion-là un jour. Je te confirme que le guide de l'auto, dans son édition 91, juge la tenue de route tout simplement abominable. OK. Pas mauvaise, abominable. On salue Marc. L'Impérial évoluera peu au cours de sa courte carrière. En 91, le 3 litres 3 est remplacé par un 3 litres 8. La puissance ne monte qu'à 150 chevaux, mais le couple passe à 204 livres-pieds, ce qui est quand même pas assez suffisant. En 93, les angles des faces avant-arrière sont légèrement arrondis et c'est à peu près tout. La production de l'Impérial restera anecdotique avec 26 308 exemplaires entre les millésimes 1990 et 1993. C'est pas beaucoup. L'image de l'auto était floue, la concurrence interne, comme on l'a dit, était forte et la concurrence externe était encore beaucoup plus forte. Alors si sur le papier, elle proposait quelques équipements intéressants, l'Impérial ne s'approchait en rien du raffinement de ses rivales européennes telles que mentionnées au début. Et en 94, la toute nouvelle plateforme LH, enfin une nouvelle plateforme utilisée sur les New Yorkers, sonnera le glas de l'Impérial. Oui, de toute façon, on était arrivé avec l'Intrépide, la Eagle Vision, la Chrysler Concorde, avec les fameux habitacles avancés en 93. Puis l'année d'après, c'est la LHS puis la New Yorker qui ont remplacé essentiellement cette voiture-là. Mais ce qui est drôle dans cette voiture-là, c'est que cette voiture-là nous a fait échapper le pire. Oui, parce qu'il y a une anecdote amusante racontée par Bob Lutz, qui était alors vice-président chez Chrysler, et qui montre à quel point Lee Iacocca était alors en déconnexion avec le marché, lui qui pourtant avait eu un flair incroyable pendant des décennies. Ouais. Chrysler avait acheté Lamborghini en 87, on l'a déjà dit, et Iacocca pensait utiliser ce nom comme un logo prestigieux à apposer sur des versions haut de gamme, un peu à la manière d'AMG sur Mercedes. Il avait alors demandé l'étude d'une Impérial Lamborghini Edition, ce qui fut fait malgré l'évidente résistance interne des designers. Donc une Impérial fut modifiée en ce sens au menu peinture rouge vif, y compris sur la calandre, toit vinyle supprimé, suspension rabaissée, intérieur retapissé de cuir beige et des roues Lamborghini avec des pneus taille basse. Il y avait des logos Lamborghini partout, même sur les appuis-têtes. Mais alors là, apparemment, rien n'a été fait au moteur. C'est quand même un comble pour une édition Lamborghini. Heureusement, rien n'ira plus loin que l'étude de style interne. Vous imaginez ça un petit peu en concession ? Oui, ça devait être beau, ça. Déjà... Il y a des gens qui ont fait des dessins sur la base de l'histoire de Lutz. C'est une horreur. Mais déjà, on a quand même produit la Chrysler Maserati. TC by Maserati, qui est une histoire rocambolesque en elle-même. Faudra dont on parlera un jour, absolument. Mais cette voiture-là était essentiellement un Le Baron décapotable, retravaillé avec une calandre Maserati puis un toit avec des hublots qu'on vendait pour 3 fois le prix. Là. C'est exactement ça. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que des histoires d'horreur chez Chrysler, il y en a eu plusieurs. Oh non. Mais celle-là, ça manque pas. Celle-là, ça a été quand même quelque chose. Heureusement, ils s'en sont sauvés avec la LHS l'année d'après. En fait, la plateforme LH, les gens de la presse automobile l'avaient baptisé Last Hope. Donc c'était de dire dernier espoir. Si les LH marchaient pas, bye bye Chrysler. Et ce genre de roller coaster n'ont jamais cessé chez Chrysler. Et puis on sent que peut-être aujourd'hui encore, il y aurait des choses à dire. C'est un cercle vicieux. Apparemment. Le guide de l'auto.
Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. J'avais envie aujourd'hui, au bilan des constructeurs, de ne pas parler d'une marque, mais d'un constructeur en général. Parce que le hasard a fait qu'au cours des dernières semaines, il y a plusieurs employés ou propriétaires de concessionnaires Chrysler, pour ne pas dire Stellantis, qui m'ont dévoilé des trucs assez intéressants. Jusqu'à un vendeur qui m'a mentionné avoir eu une commission de 75 $ suite à la vente d'un Jeep Wrangler de 86 000 $. Alors, ça illustre à quel point on est dans la smoule chez les concessionnaires Chrysler. On ne vend plus rien. Il y a des concessionnaires actuellement, là, et des gros concessionnaires, là, ceux que vous voyez tout le temps, dont vous voyez les publicités partout, là, qui vendent 3, 4 véhicules par semaine, qui ont de la misère, puis les cours sont pleines. Il y a 350, 400 unités dans la cour. Là. Et vous le savez, chez Chrysler, il n'y a plus de véhicules à 19 995. Là. L'époque du Journey est révolue. Là. Oui. Alors, on est vraiment dans la merde actuellement chez les concessionnaires Chrysler. Et il y a une partie de la réponse qui provient directement du constructeur lui-même, qui a toujours été extrêmement cow-boy dans ses façons de faire, et particulièrement au Canada. Alors, avant de parler de stratégie, je veux juste expliquer aux gens ce que c'est dans le jargon de piner des véhicules. Parce que un concessionnaire a des objectifs de vente mensuels, vous savez tout ça, là. Oui, et en fin de mois, il y a de la pression de la part du constructeur pour que tu puisses atteindre un objectif de vente, que tu puisses dépasser l'objectif de vente d'un concessionnaire concurrent. Mm-hmm. Et si tu réussis à atteindre ou dépasser des objectifs de vente, tu auras peut-être une ristourne du constructeur, un petit cadeau, une allocation de véhicules rares. On a vu ça beaucoup en 2023. Tu vas avoir un Dodge Demon si tu réussis à vendre tel truc. Tu sais. Alors, c'est le genre d'incitatif qu'on va offrir aux concessionnaires qui performent le mieux. Mais à un moment donné, tu ne peux pas inventer des clients et tu as une gamme de produits qui est celle qu'on a et qui vieillit elle aussi. Alors, 2023, ça a été une année difficile parce que, on s'est fait dire que le Ram Classic, c'était sa dernière année. Les concessionnaires se sont mis à paniquer. Parce que c'est 50 % de leurs ventes, particulièrement au Québec. Il y a des concessionnaires de région, c'est 60-65 % des ventes un Ram Classic. Là. On vend à peu près rien d'autre. Et là, on vient d'annoncer que c'est terminé, on ne le renouvellera pas. Donc, le constructeur a fait, les gars, commandez tout ce que vous pouvez parce qu'il n'y en a pas l'année prochaine. Alors là, on a rempli les cours de Ram Classic. Et qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a dit, la production va continuer encore un certain temps. Il va y avoir des 2023 produits en 2024, ce qui est absolument un non-sens. Mm-hmm. On a étiré la production pendant un certain temps. Mais là, la cour est pleine. Là. Puis là, il faut que tu continues à commander des camions. Oui. Hein? On fait quoi? Puis, il y a une courte année modèle 2024 qui a eu lieu. On a cessé la production des 2024 depuis déjà quelques mois. Je parle de la nouvelle génération de Ram. Mm-hmm. Et là, on reçoit déjà des 2025, des modèles d'été 2025 optimisés avec le moteur Hurricane. Oui. Mais on est encore collé avec des classiques 2023 plein la course, surtout des moteurs V8 parce que tu as vu le prix de l'essence. Ça n'intéresse plus personne, des 5.7 MI. Non. Alors, tu fais quoi? Et là, tu as des concessionnaires qui, en fin d'année ou à fin de janvier ou février, se sont fait dire par Chrysler Canada ou Stellantis, garde, arrange-toi pour en vendre un maximum pour marquer des véhicules comme vendus. Tu vas avoir des ristournes, on va t'aider un peu. Fait que tes concessionnaires ont fait, OK, on va prendre le risque. Et ça, c'est une façon de faire qui dure depuis la nuit des temps chez les concessionnaires Chrysler. Beaucoup chez Nissan aussi. Et donc, il y en a qui ont piné des véhicules invendus. Et aujourd'hui, tu as des véhicules qui sont officiellement vendus sur papier, mais qui cherchent toujours un nouveau propriétaire. Il
Il n'y a plus d'incitatif pour ces camions-là. Impossible de louer ça. Regarde bien, là. C'est des modèles 2023. On est rendu en mai 2024. Il n'y a plus de valeur résiduelle. Il y a plus le taux de location pour ces véhicules-là est à 10,59 % avec une valeur résiduelle qui est au plancher. Fait qu'elle n'essaie même pas de louer ça, c'est impossible. Puis en financement, Chrysler a mis des rabais à l'achat, mais il n'y a plus d'incitatif non plus parce qu'on est à vendre des modèles 2025, là. Oui. Puis on parle encore de modèle 2023. Et là, je te parle uniquement des camions Ram. Oui. Je t'ai pas parlé de Dodge et du cauchemar du Dodge Hornet qu'on ne vend pas, qui est beaucoup trop cher. Durango, c'est fini. Plus personne n'achète ça. Ça, c'est fin des émissions pour la marque Dodge pour cette année, parce qu'il n'y a plus de Charger Challenger. Et Chrysler, il reste une minivan. Rien à faire avec ça. Il n'y a plus personne qui achète une Pacifica aujourd'hui, en 2024. Là. Kia est en train de renouveler sa Carnival avec une version hybride. Toyota, bon, il y a des mois d'attente pour une Sienna, mais chez Chrysler, bon, il n'y a plus rien qui se passe. C'est trop cher. Trop cher. Et il reste la marque Jeep. Hein? Qui achète ça, des Compass, à 50 000 $? Personne. Le Cherokee est disparu. Le Grand Cherokee s'est sorti à des prix usuraires. Oui. Là, on commence à baisser les prix puis à mettre des rabais sur des véhicules qui sont âgés. Mais tu sais, 85 000 pour un Grand Cherokee avec un 3.6 de Dodge Journey, c'est quand même quelque chose. Ça fait mal. Hein. On comprend pas chez Stellantis pourquoi le Grand Wagoneer ne se vend pas plus que ça. Moi, j'ai entendu ça de la part d'un exécutif de Chrysler. Qu'est-ce qui se passe au Canada avec le Grand Wagoneer? Les gens achètent des Range Rover, des Escalade, mais le Grand Wagoneer, non. Ben, peut-être que t'as pas d'image. Peut-être que le nom Grand Wagoneer sonne pas dans l'esprit de personne. Si tu avais eu l'idée de mettre un logo Jeep sur le capot, déjà, ça aurait aidé, mais non. Vous vouliez faire de Wagoneer une sous-marque. Quelle idée de merde. Fait que le véhicule se vend pas, puis ça enlève rien de ses capacités, là. Ça enlève rien de ses qualités. Non, mais dans ce segment-là, c'est l'image qui est clé. Les capacités sont loin dans la liste des priorités des acheteurs. Là. Et honnêtement, c'est pas un produit vilain. Je prendrais, à équipement équivalent avec un Wagoneer, je prendrais probablement un Yukon Denali avant. Mais c'est un produit qui est loin d'être vilain, mais qui est mal vendu, comme bien d'autres produits chez Stellantis actuellement. Là, reste le Wrangler, le Gladiator, des véhicules qui coûtent une fortune, mais qui ont cet avantage d'avoir une bonne valeur de revente. Désirable. Parce que justement, eux, ils ont une image. On y revient. Mais on a commandé des unités, les prix sont tellement élevés, puis on a tellement profité de ristournes de ci, de ça, que on les liquide au coûtant, les véhicules, il y a plus, puis c'est plus intéressant pour le concessionnaire de le vendre. La majorité des concessionnaires Stellantis depuis le début de l'année 2024 au Québec roulent à perte. Wow. Il n'y a pas de profit. Et c'est tout le contraire aux États-Unis, où eux, ils ont droit à des rames classiques 24 parce qu'ils ont vu qu'il y avait un certain équilibre. Ils n'ont pas commandé de camions en sans dessin. Puis c'est drôle parce qu'on produisait des années modèles 2024 en même temps que les 2023 sur la chaîne de montage. Les 2024 s'en allaient aux États-Unis, les 2023 s'en allaient au Canada. Alors, ça te montre à quel point la gestion est tout croche sur le marché canadien pour Stellantis. On ne sait pas trop comment gérer ça. Les concessionnaires, en plus, il y en a qui sont cow-boys. Il y a de la publicité frauduleuse. Il y a toutes sortes de situations qui se passent. Puis quand je dis frauduleux, évidemment, tu sais, c'est... on oublie de mettre une information ou on annonce un rabais qui n'est pas nécessairement ça parce que ça ne s'applique pas au modèle qu'on voit. Des trucs comme ça, des nuances. Il y a même des gens qui m'ont dit chez les concessionnaires qu'on étudiait fortement la possibilité de se défaire du porte-parole actuel, qui est Martin Petit. On avait vu Antoine Bertrand comme porte-parole dans un passé pas si lointain. Hop, il est disparu comme par enchantement. Martin Petit est arrivé, fait des publicités. Puis là, on se demande pourquoi on paye pour avoir un porte-parole au Québec. Et puis, il y a plusieurs concessionnaires qui, visiblement, veulent se défaire de ça, veulent pas défrayer pour avoir un porte-parole. Ça coûte cher, un porte-parole. Oui. Et quand on fait pas d'argent, ça coûte encore plus cher. Mais ça ouvre la porte à toutes sortes de délinquances chez les concessionnaires, à toutes sortes de stratégies douteuses. Il y en a qui respectent les façons de faire, il y en a d'autres qui ne le respectent pas, malheureusement. Mais on dirait que c'est carrément le free for all actuellement chez Chrysler. Et je regardais les chiffres de vente de Ram. On a vendu 75 000
257 camions Ram en 2023 au Canada. C'est du monde, là. C'est beaucoup de véhicules. Ça comprend les Ram jusqu'à des 5500. Ça comprend les classiques, ça comprend les Ram DT, les Ram HD aussi. Oui. Mais de ce nombre, vous pouvez facilement... Parce qu'évidemment, Chrysler ne divise pas les chiffres, là, mais vous pouvez facilement considérer que plus de la moitié sont des Ram classiques. Et c'est drôle, quand tu regardes le site média de Stellantis, c'est comme si le véhicule n'existait pas. Il n'est même pas là. Mais c'est de loin le plus gros vendeur. Alors, l'année 2024, c'est quoi pour Stellantis? Quand il n'y a plus de Ram classique, ou du moins, en tout cas, il en reste encore plein, mais on est collé avec, puis ils sont surtout, la plupart sont déjà marqués comme vendus. Donc, considérez pas ça comme des futures ventes. Il n'y a pas vraiment de Ram 2024 et 2025 arrive. Écoute, je regardais l'échelle de prix d'un Ram 2025. Tout nu, pas de bas, ça part à 64 000 $. Puis un Tungsten avec le moteur high output, ça part à 113 000. Oh. Puis là, on n'est pas rendu à la version RHO? Non, on n'est même pas dans le RHO, qui est l'équivalent du TRX, où là, ça, on sait que ça va être au-dessus de 150 000. Donc, explique-moi qui va aller acheter ça, parce que c'est pas un nouveau modèle, là. On n'a pas renouvelé un modèle, on n'a pas redessiné un modèle complètement. Pourtant, on aurait été dû, là. Parce qu'il a été lancé en 2019. Je pense qu'en 2025, surtout dans un marché hyper compétitif comme celui des camions pleine grandeur, ben, le minimum, c'est que tu te renouvelles assez souvent. Ford le fait, GM le fait. Toyota l'a fait. Puis c'est GM... Ben, Toyota, ça a pris du temps, là. Oui, mais je veux dire, quand Toyota le fait, il faut... Mais Toyota, ils ont choisi leur marché. Toyota, en fait, c'est le marché de l'intermédiaire. Le Tundra n'est pas là. Mais on domine largement le marché de l'intermédiaire. Mais en fait, le problème de Chrysler, c'est que ça date déjà de la prise de contrôle par Fiat. Il y avait des errements absolument incroyables en termes de planification de produits. Il y a eu un sous-investissement majeur pendant 10 ans. Ce qui fait que quand Stellantis a été formé par la fusion de Peugeot, Fiat, et que Chrysler a été absorbé dans le truc, la politique de produit était pas là. Mais bon, entre-temps, on a eu la Covid, plus toutes les histoires d'électrification. Le marché est en train de shifter quand même massivement sur pas mal de choses. Et en fait, la raison de Stellantis, c'était justement que Fiat et Peugeot, séparés, auraient eu de la difficulté à investir sur l'électrique et la voiture autonome, chose dont on n'entend plus du tout parler, pratiquement plus. Ouais. Mais en fait, en 2019, c'était ça, quoi. C'était l'électrification et la voiture autonome. Ce qui fait qu'en fait, les produits conventionnels, on sortait déjà de 10 ans de sous-investissement majeur. Tout d'un coup, on a quand même, c'est très eurocentré. Stellantis, c'est quand même très eurocentré. Ouais. Et on a l'impression que 5 ans plus tard, ils savent toujours pas quoi faire avec la filiale Chrysler. Ils se sont dit, l'Hornet va tout régler. L'Hornet a rien réglé. Mais et ils sont où les nouveaux produits? Ils sont où là? Mais moi, c'est pas juste ça. Ils sont en Europe. C'est le fait que... Voilà, entre autres. Ici, il n'y a rien. C'est désespérant. Tu regardes la gamme. Mais ce qui me fatigue, moi, dans tout ça, c'est de voir que tu as un Ram classique qui a 15 ans de conception, 16 ans de conception. Oui. Les concessionnaires ne sont pas capables de faire du profit avec. Ils en font en vendant des produits FNI. Le constructeur, lui, se met beaucoup d'argent dans les poches parce qu'un Ram classique, ça coûte 3,25 $ à fabriquer. Là, on s'entend. L'outillage est amorti depuis un petit bout. Mais les concessionnaires ne font pas d'argent sur le produit. Là, je ne te parle pas des produits FNI. Ils vont faire 4 000 au FNI après, c'est bien beau. Mais comment tu fais pour vendre un Grand Cherokee à 80 000 $ puis pas faire une scène avec? Non, ça, c'est épouvantable. C'est assez épouvantable. Et tu n'as pas de clients qui cognent aux portes. Il n'y a pas de walk-in chez les concessionnaires. Encore une fois, tu as quoi à vendre? Parce que l'autre truc, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un client à qui tu as vendu un Ram en 2021, à qui tu l'as vendu à très haut taux de financement, que tu as mis beaucoup de produits FNI dessus, un Ram qui n'est pas exportable parce qu'il a été fabriqué au Mexique, sa valeur a chuté beaucoup par rapport à un GM, un Ford qui est exportable. Alors là, toi, tu ne peux pas y redonner l'argent que ça vaut, mais tu l'as financé sur 96 mois. Le gars a une balloune de 18 000 $. Tu n'es pas capable d'y revendre un deuxième camion. C'est pas une situation qui arrive chez GM et chez Ford. Il y a ça aussi qu'il faut que tu calcules. Encore une fois, l'image, les valeurs de revente, c'est des produits... mais c'est des produits où, justement, il y a un investissement considérable et régulier.
Donc, je veux dire... C'est très drôle, les gens ne le voient pas, là, parce que, bon, on enregistre aussi pour la télé, puis devant moi, j'ai l'écran de Richard Martineau qui s'obstine de même, puis qui a l'air d'être d'accord avec ce que je dis. C'est très, très drôle. On salue Richard. On salue Richard. Mais c'est ça, c'est une situation qui est vraiment fragile. Puis moi, je m'attends à ce qu'à la fin de l'année 2024, on n'ait pas le choix d'être franc. De jouer franc jeu puis de dire OK, c'est une année de merde. Puis là, on va afficher des chiffres de vente catastrophiques. Puis il va vraiment falloir se ressaisir parce que c'est une année de transition. On n'a pas de produit chez Dodge, on n'a pas de produit chez Chrysler. Le RAM 2024, non, ça n'existe pas. Il va y avoir du Model Year 25 qui va commencer à sortir, mais tant que tu ne mettras pas de rabais dessus, personne ne va en acheter. On attend les Chargers qui vont arriver, mais si tu as un produit à volume pour le marché... Ça reste un produit relativement niche quand même, bien Puis sûr. Wagoneer électrique, combien ça va se vendre? C'est bon. Donc, en 25, il va peut-être se passer quelque chose. Mais cette année, moi, j'ai le feeling que ça va être une catastrophe. D'autant plus qu'on ne veut rien savoir de mettre d'énergie dans Alfa Romeo et Fiat. Puis on s'entend que la Fiat 500e ne va pas sauver la marque. Mais on va aller chercher une nouvelle clientèle. Espérons. On va aller en chercher des clients. Le problème, c'est qu'il reste 500$ de profit d'une voiture comme ça. C'est ça. Alors, est-ce que Chrysler va suivre la parade puis lever la pédale au niveau de l'électricité puis peut-être revenir avec des produits hybrides? Il est peut-être déjà trop tard. Non, mais ce que Chrysler il faut doit savoir que le patron de Stellantis, Carlos Tavares, n'est pas un fan de l'électrification au départ. Il le répète régulièrement dans les médias français. Ouais. Et il dit, nous, on suit le mouvement parce qu'on n'a pas le choix. Mais franchement... Oui, mais c'est vrai chez BMW, c'est vrai chez bien des constructeurs. On sent qu'au niveau motivation, BMW, ils ont été dans les premiers à investir avec les i3, les i8. Mais ils sont motivés à vendre de tout. Voilà. Oui. Alors que les gouvernements essaient de te diriger vers une seule technologie. Mais le patron de Stellantis, c'est pas plus enthousiaste que ça sur ce type de produit-là. Non. Et lui, il a dit clairement, nous, on suit, mais... Ben oui, puis il voit bien que le marché... On n'a pas le goût. Et voilà. Donc lui, c'est sûr que... Je ne sais pas si je peux vraiment répondre à ta question, mais il y a des chances que s'il voit que ça ralentit, et puis il va lever la pédale et chercher à réinvestir ailleurs. Mais ils sont où les produits hybrides? C'est ça que ça prend là. Ben, ils sont où les produits de masse? Ça la prend la semaine dernière. Sont où les produits de masse? Il est où le nouveau Compass? Ça prend des produits de masse. Le Chevrolet vient de dévoiler l'Equinox à essence, l'Equinox électrique. Ils ont un Buick Envista et un Chevrolet Trax à 30 000$ pour une clientèle qui est moins fortunée. Chez Chrysler, en bas de 50 000$, t'as rien. Puis le produit à 50 000$, t'en veux surtout pas. C'est ça, la vérité. Fait il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis je pense qu'il y a un signal d'alarme qui doit être fait. Puis il y a un ménage aussi qui doit être fait dans la gestion des concessionnaires, mais au niveau patronal canadien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que aux États-Unis, c'est pas du tout la même situation. Je ne vous dis pas que tout est beau, là, mais la situation est beaucoup plus rose aux États-Unis que sur le marché canadien. Oui. Vincent, on va parler de l'Acura ZDX. Le Cadillac Lyric? Non, l'Acura ZDX que tu es allé conduire. Oui. C'est un peu drôle quand même que tu ailles. Acura, dans l'art d'avoir des stratégies efficaces, ont pris le nom le plus déplorable de l'histoire de la marque. D'un des plus gros flops de l'histoire de la marque. Un des plus gros flops. Et ils ont dit, quelle bonne idée de le ramener. Avec une carrosserie qui n'a rien à voir avec le modèle tous nos 4 clients vont se souvenir de ce véhicule-là. Et... en même temps, je vois ça, puis je me dis, est-ce que les dirigeants se sont dit, c'est un produit d'origine GM, la plateforme Ultium. Est-ce qu'on fait pas... En fait, c'est pas ça qu'ils se sont dit, mais des fois, on a l'impression que les dirigeants se disent, produisons-le pour 1 an ou 2, là. Faisons plaisir à notre public. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent qu'on l'oublie le plus rapidement possible en lui donnant un nom. Ouais. C'est vraiment oublier. Que ça t'a donné cette impression-là? De toute façon, c'est pas ça qu'ils se sont dit. Là. De toute façon, on sait que la plateforme Ultium pour Honda Acura, elle ne sera appliquée qu'au Prologue et aux ZDX. Après ça, c'est terminé. C'est tout. Honda travaille déjà au développement de technologies et de plateformes électriques maison. D'ailleurs, on a annoncé que ici au Canada, on allait fabriquer des véhicules électriques maison. Oui. Donc ça, c'est
en attendant qu'il arrive quelque chose. Le partenariat avec GM, j'y crois dans une certaine mesure parce que visiblement, c'est une technologie qui est quand même intéressante. Et les concessionnaires Chevrolet, en ce moment, aussi drôle que ça peut se paraître, ne fournissent pas à livrer des Blazers électriques. Ça se vend énormément. Ça sera fort probablement la même chose pour le Prologue, qui se vend à peu près le même prix, qui est exactement le même produit, avec un design réussi. Mais à 85-90 000 $, un ZDX, il va falloir que tu m'expliques très fort comment tu vas convaincre un client d'aller acheter ça. Là. Moi, ce qui me dérange avec ce véhicule-là, c'est que les habitués des produits Acura, ceux que ça fait quelques MDX qu'ils achètent, ils vont rentrer dans un ZDX et vont dire non. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des cuirs qui sont différents, les boutons sont pas les mêmes. Les habitués de GM vont s'asseoir dans un Acura et vont dire mais c'est un Chevrolet. Ben oui. Mais en même temps, l'habitué d'un Honda Passport qui prend, ou d'un Pilote, ou peu importe, qui se prend place dans un Prologue, c'est un peu la même chose. Oui. Sauf que tu es dans de la gamme générique. Oui. Et le problème du ZDX, c'est que tu as encore l'impression d'être dans du générique, alors que tu paies 90 000. Puis alors que quand tu traverses chez Cadillac, tu as un écran arrondi. Ouais. On a mis toute la sauce. On t'impressionne, là. Alors que quand on rentre dans un Acura, ben, c'est presque un Chevrolet Blazer EV, ce qui est un peu contradictoire. Puis, comme je disais, là, c'est quoi les prix? 84 990 pour le modèle de base, PDSF. Celui que j'ai essayé en Californie, le type S, 91 940. On oublie les rabais, là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Là. Et quel est l'avantage du type S? Je m'en allais dire la puissance, mais il y a une si petite différence de puissance. Là, on parle de 500 chevaux et 544. Tu sais, là-dessus, tu vois pas la différence, là? Ben, non, parce que le A-Spec, en tout cas, il y a comme une quarantaine de chevaux de moins. Là. C'est vraiment pas... C'est pas ça l'avantage. L'avantage du type S, c'est les freins Brembo. C'est les roues de 22 pouces. Les pneus d'été. Suspension adaptative. Ça pèse 2 tonnes et demie. Là. Et l'Acura Cruise, qui est le Super Cruise rebaptisé Acura Cruise. Ah, ça, c'est drôle, ça. Oui. Ils ont vraiment utilisé ça. C'est quand même drôle. Oui. Fait que c'est ça. C'est un GM mur à mur. C'est un GM mur à mur. Mais si tu achètes un Acura ZDX, vas-tu le faire entretenir chez Cadillac ou chez Acura? Tu sais, c'est l'autre bonne question. Ça, j'avoue, franchement, c'est déjà compliqué de faire la transition à l'entretien de véhicules électriques quand c'est ta marque. Oui. Quand c'est ta techno, c'est une super bonne question. Quelqu'un qui achetait une Volkswagen Routane, allait-tu faire son entretien chez Tu Volks? l'aimes, la Routane. Je vais la faire un jour aussi, la Routane. Je veux que tu la fasses. Oui. J'en ai vu une aujourd'hui, d'ailleurs, sur la route. Oh my God! Elle vivait toujours. Fait qu'essentiellement, c'est un véhicule mort-né, là. C'est littéralement ça. Je dirais pas mort-né, c'est un véhicule nécessaire. C'est un stop-gap, c'est un truc traditionnel. Ils n'avaient pas le choix comme Lexus avec le RZ 450e, puis bon. C'est un peu ça. Mais la facture n'a pas d'allure. T'sais. Pas d'allure, puis on nous vend, quand je suis allé à la présentation, on nous vend, c'est un véhicule de performance, l'écusson type S, prestigieux. Je suis désolé, mais on ne peut pas comparer un Integra type S avec un ZDX type S. Là. C'est une baleine comparée à une grenouille. Là. Je veux dire, c'est tellement lourd. Ça tient très bien, mais c'est un véhicule qui est lourd. Comparé à des voitures de performance, on la comparait à la NSX type S. Non. Oh, il essaie de te vendre à peu près n'importe quoi. Il me reste 2 minutes et demie pour parler du Ford Ranger. Écoute, il est arrivé tard sur le marché. C'est un camion nécessaire. Les ventes du Ford Ranger étaient catastrophiques en 2023. Tu sais, j'ai pas les chiffres devant moi, là, mais Toyota vendait comme 17 000 Tacoma pendant que Ford vendait 3 000 Ranger. C'était ça. Là. Le prix? Le prix, les configurations aussi. Oui. Tu sais, pendant un certain temps, Ford a tenté de nous convaincre, oui, 4 cylindres turbo, c'est l'avenir. Une configuration de carrosserie, on criait catastrophe en disant, ben oui, mais ça marche pas. Et là, Ford est revenu à la charge avec encore une configuration de carrosserie, mais 3 choix de motorisation. Bon, il y a le V6 3 litres, 400 chevaux dans le Raptor, c'est autre chose, c'est 80 000 $. Ça s'adresse à une clientèle de niche. Mm-hmm. Mais là, on ramène le 2.3 turbo dans 3 déclinaisons XL, XLT, Laria, mais tu peux avoir le 2.7 V6 biturbo en option que tu as dans le F-150 notamment, que tu as dans un Edge. Bon, c'est un sacré bon moteur.
Oui. Et c'est une option de 2250 $ et ça consomme 5% plus d'essence que si tu prends le 4 cylindres, qui est le moteur à essence le plus économique de tous les camions intermédiaires du marché, même que le nouveau Tacoma. Donc, avec un V6 biturbo chez Ford, tu consommes la même chose qu'un Tacoma. Tu consommes moins qu'un Chevrolet Colorado avec un 4 cylindres. Tu as un sacré bon moteur dans les mains. Tu as 400 livres de coupe. Pour moi, c'est la mécanique de prédilection dans ce segment-là. C'est un camion qui s'est beaucoup raffiné, qui est plus confortable qu'avant. Tu es un peu à l'étroit en dedans. J'ai pas trouvé qu'on avait travaillé tant que ça pour améliorer l'aménagement intérieur. Oui, bon, l'écran central, tout ça, c'est correct, là. Puis c'est pas donné, là, c'est 44 à 80 000 $ selon la version, mais en même temps, si tu compares des pommes avec des pommes, la compétition n'est pas moins chère. Oui. On va aller chercher des parts de marché, c'est certain, il faut juste en avoir, il faut amener des versions abordables. Le modèle que j'ai conduit avec un 4 cylindres, l'Aria Ensemble FX4, que groupe d'options, 61 000. Puis on le répète régulièrement, mais le marché est rendu dingue. Là. Ouais. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Là. On s'en va vers... Ça commence à ressembler à une bulle là, qui gonfle. On nous pousse tous vers les transports en commun, en fait. Une bulle, c'est fait pour péter. Est-ce que tu te souviens, en 2011, je sais qu'on recule de quelques années, là, mais en 2011, un Ranger se vendait 12 995 $. Ouais. Un XLT, là. Puis on a arrêté la production avec un V6. Bon, un veau, là. Un veau, mais avec un V6. Ouais. Tu sais, ces petits camions-là n'existent plus. Non. Puis, en fait, un Maverick moindrement équipé, c'est 35 000. Donc, est-ce qu'on est surpris qu'un Ranger bien équipé avec une coupe de groupe d'options coûte ce prix-là? Non. Et en même temps, tu vas avoir le même genre d'équipement dans un F-150 avec un 2.7. C'est 85 000. C'est ça le marché du camion aujourd'hui. Mais c'est quand même un camion solide, une mécanique fiable, autant le 4 cylindres que le V6. Fait que c'est vraiment pas un produit qui m'inquiète. Et j'ai presque envie de te dire que même si je préfère le Chevrolet Colorado, j'ai plus confiance en la mécanique du Ford Ranger qu'en ce qu'on retrouve dans le Colorado actuellement parce que ça n'a pas encore fait ses preuves. C'est assez récent, effectivement. Merci tout le monde. Bonne semaine à la semaine tous. prochaine. Salut tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.